Bonjour, chers amis. Saviez-vous que près de 95% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Si ces histoires vous captivent, je vous invite à appuyer sur le bouton d'abonnement et à laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci d'être là. Au fait, d'où me regardez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. La neige tombait en rideau épais sur mon pare-brise. Chaque flocon, éclairé par les phares, ressemblait à une étoile filante avant de disparaître dans l'obscurité. Je roulais sur l'Interstate 80 depuis 17 ans. Je connaissais chaque aire de repos, chaque station-service entre Cheyenne et Omaha. Mais ce soir-là, la route me semblait différente. Mauvaise, d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Ce genre de malaise qui s'installe dans vos entrailles et y reste, lourd et froid comme une pierre. Je m'appelle Cal Riddington. Je transporte des marchandises pour gagner ma vie. Je le fais depuis mes 23 ans, à l'époque où mes genoux ne me faisaient pas mal et où je pouvais conduire 16 heures sans ressentir la moindre douleur dans le dos. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, je suis divorcé, et la seule chose qui m'attend chez moi, c'est un appartement d'une chambre et un chat qui me tolère à peine. Alors, quand ma Volisté, de la centrale de dispatching, m'a appelé ce matin-là pour me proposer une livraison à travers le Wyoming en janvier, j'ai dit oui. Les factures ne se paient pas toutes seules, et les mois d'hiver sont toujours calmes. Le temps va se gâter, Cal, avait-elle dit, sa voix crépitant dans le haut-parleur de mon téléphone. Personne d'autre ne veut s'en charger. Mais si tu es partant, la course est à toi. Double tarif pour les conditions dangereuses. J'avais accepté sans hésiter. Un double tarif signifiait que je pourrais enfin mettre de l'argent de côté, peut-être réparer la boîte de vitesse de mon camion personnel, qui glissait depuis 3 mois. De toute façon, j'avais déjà conduit sous pire. Ou du moins, c'est ce que je croyais. La tempête a frappé vers 21h, alors que je traversais Rollins. 1 minute, le ciel était dégagé, les étoiles froides et brillantes au-dessus de moi. La suivante, le vent s'est levé et la neige a commencé à tomber si drue que je distinguais à peine 20 pieds devant moi. J'ai ralenti à 70 km/h, puis à 60, les yeux rivés sur la ligne blanche au bord de la route comme si c'était une bouée de sauvetage. La radio CB, fixée sur mon tableau de bord, grésillait de parasites. D'autres conducteurs décrivaient les conditions et lançaient des avertissements. La plupart s'étaient arrêtés, attendant que la tempête passe dans des aires de repos ou des stations-service. Mais moi, j'ai continué. J'avais un délai à respecter, et la cargaison que je transportais ou des fournitures médicales destinées à un hôpital de North Platte ne pouvait pas attendre. C'est alors que je les ai entendus pour la première fois sur la radio CB. 3 voix d'hommes, discutant avec l'aisance de routiers qui roulent ensemble depuis des années. Un convoi se dirigeant vers l'est, quelque part devant moi sur l'autoroute. Ils plaisantaient sur la météo, comparant cette tempête à d'autres qu'ils avaient traversées. Leurs voix, chaudes et familières, m'ont réconforté. Je n'étais pas seul sur cette route. D'autres fous comme moi bravaient cette tempête. Ce n'est rien, a dit l'un d'eux, sa voix grave et rauque. Tu te souviens de cette tempête de verglas dans le Montana en 2009? Voilà, ça, c'était une vraie bête. Les autres ont ri, et j'ai souri malgré la tension dans mes épaules. J'ai saisi le micro, prêt à me joindre à la conversation, quand un grésillement a coupé leur voix. Quand elles sont revenues quelques secondes plus tard, ils parlaient d'autre chose, et le moment était passé. J'ai continué à rouler, le ronronnement du moteur se mêlant au hurlement du vent dehors. Le chauffage était poussé à fond, mais je sentais toujours le froid s'infiltrer par les joints des portes, par l'espace entre le pare-brise et la carrosserie. De la glace commençait à se former sur les coins intérieurs des vitres, des cristaux qui captaient la lumière du tableau de bord et scintillaient comme des diamants brisés. J'ai gratté la glace avec mon ongle pendant un tronçon droit, mais elle revenait, rampant sur le verre en motif complexe et lent. Le convoi continuait à discuter sur la CB, leur voix s'estompant et revenant avec les parasites. J'ai essayé de repérer leurs phares devant moi, la lueur familière des feux arrière ou des feux de position, mais je n'ai vu que de la neige et de l'obscurité. L'autoroute s'étendait, vide et blanche, la ligne centrale disparaissant sous l'accumulation de neige. J'aurais dû les rattraper, ou au moins voir des signes qu'ils étaient passés par là récemment. Des traces de pneus fraîches, de la neige déplacée, quelque chose. Mais la route devant moi semblait intacte, comme si j'étais le premier à l'emprunter depuis des heures. Quelqu'un me reçoit, ai-je dit dans le micro, gardant un ton décontracté. Ici Cal Riddington, direction est au kilomètre 215,
je cherche le convoi dont vous parliez. Le silence m'a répondu, épais et bourdonnant. Puis une des voix a percé les parasites, hachée et lointaine. Reçu. On est à environ 16 km de vent. La météo empire. Plus de parasites que de silence. J'ai réessayé, mais je n'ai obtenu que le sifflement vide de l'éther. Un panneau indiquant une aire de repos est apparu dans mes phares. La surface réfléchissante me renvoyait une lumière crue. J'ai pensé m'arrêter, faire une pause, peut-être appeler Mav pour lui dire que les conditions étaient pires que prévu. Mais quelque chose m'a poussé à continuer. L'orgueil, peut-être, ou l'entêtement, ou simplement l'élan de 17 ans à faire ce métier. Je n'avais jamais échoué à livrer une cargaison à temps, et je n'allais pas commencer ce soir. Alors j'ai dépassé la sortie et gardé les yeux sur la route, regardant la neige s'accumuler sur mon capot et écoutant le thump rythmé des essuie-glaces luttant pour garder le pare-brise dégagé. Vers minuit, la route a commencé à monter. J'atteignais maintenant des altitudes plus élevées, où le vent frappait plus fort et où la température chutait de 10 degrés supplémentaires. La neige tombait si drue qu'elle formait un mur blanc devant moi, et je devais me pencher en avant sur mon siège, plissant les yeux pour distinguer la route. Mes mains me faisaient mal à force de serrer le volant, et mon dos commençait à se raidir sous l'effort de maintenir le camion stable contre les rafales qui le secouaient. C'est alors que j'ai vu le panneau. D'abord, ce ne fut qu'un éclair. Là est disparu si vite que j'ai cru l'avoir imaginé. Un panneau vert d'autoroute, du genre qui indique les sorties, apparaissant dans mes phares pendant une fraction de seconde avant que la neige ne l'engloutisse à nouveau. Mais quelque chose clochait. Le numéro de la sortie, je n'arrivais pas à le distinguer clairement, mais ce n'était pas un numéro que je connaissais. Et je connaissais ce tronçon de route comme le reflet de mon propre visage dans le miroir. Il n'y avait aucune sortie entre ici et la prochaine ville. Rien que des terres vides et des poteaux de clôture sur les 30 prochains kilomètres. J'ai ralenti encore plus, essayant d'apercevoir à nouveau le panneau, mais il avait disparu. Juste de la neige, du vent, et la route blanche sans fin devant moi. Peut-être m'étais-je trompé. Peut-être que la fatigue me jouait des tours, me faisant voir des choses qui n'existaient pas. Après tout, je conduisais depuis 15 heures d'affilée, et le rythme hypnotique des essuie-glaces et le bourdonnement constant du moteur pouvaient perturber l'esprit si on n'y prenait pas garde. Je me suis secoué, et baissé la vitre d'un cran pour laisser entrer un peu d'air froid et me maintenir éveillé, et j'ai continué à rouler. La radio CB a grésillé à nouveau, les voix du convoi perçant les parasites. Elles étaient plus proches maintenant, le signal plus fort, et je pouvais les entendre clairement. On prend la prochaine sortie, disait l'un d'eux. Cette tempête ne fait qu'empirer, et je ne risque pas le col dans ces conditions. Les autres ont acquiescé, et j'ai entendu le clic caractéristique des clignotants dans le fond de leur transmission. Ils s'arrêtaient. Bonne idée. Je devrais probablement faire de même. Mais quand j'ai cherché des panneaux de sortie, il n'y avait rien. Juste la route vide, la neige, et l'obscurité qui m'enveloppait de tous côtés. Aucun feu de station-service ou d'aire de repos. Aucune lueur de civilisation à l'horizon. Le convoi continuait à parler. Leur voix décrivait le parking où ils s'étaient garés, le café qu'ils allaient boire, les prévisions météo qu'ils avaient entendues à la radio. Mais je ne les voyais pas. Je ne voyais rien, à part le tunnel de lumière que mes phares découpaient dans la tempête. « Où êtes-vous, les gars ?» ai-je demandé dans le micro, essayant de masquer la confusion dans ma voix. « Quelle sortie avez-vous prise ? » « Je ne vois rien par ici. » Silence. Puis cette même voix grave et rauque, sortie 223. Impossible de la rater. Grande aire de repos pour camion. Carburant, nourriture, le tout. Mais je venais de passer le kilomètre 220, et il n'y avait pas de sortie 223 sur ce tronçon d'autoroute. J'en étais certain. Il n'y en avait jamais eu en 17 ans que je roulais sur cette route. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, une sensation nauséeuse s'étendant dans ma poitrine. Quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai attrapé l'atlas routier sur le siège passager ou le vieux modèle en papier que je gardais parce que, parfois, le GPS n'était pas fiable au milieu de nulle part et j'ai feuilleté jusqu'à la page du Wyoming. Mon doigt a suivi l'Interstate 80, la parcourant vers l'est à partir de Rollins. Sortie 219. Sortie 235. Rien entre les deux, à part la route. Pas de sortie 223. Pas d'aire de repos. Rien. J'ai essayé d'appeler Mav à la place, appuyant sur le bouton de mon téléphone qui composait directement sa ligne. Il a sonné une fois, deux fois,
puis a basculé vers des parasites. Pas même de messagerie, juste un bourdonnement dur qui m'a fait écarter le téléphone de mon oreille. J'ai réessayé, avec le même résultat. L'indicateur de réseau sur mon téléphone ne montrait rien. Aucune barre, aucun service. J'étais complètement coupé du monde. Le vent a frappé le camion de côté. Une rafale si forte qu'elle m'a poussé à moitié sur la voie voisine avant que je ne puisse corriger. J'ai ramené le volant, sentant les pneus glisser sur la glace sous la neige, puis reprendre leur adhérence. Ma respiration s'est accélérée, rapide et superficielle. J'avais besoin de m'arrêter, de me garer et d'attendre que la tempête passe, mais il n'y avait nulle part où aller. L'accotement avait disparu sous les congères, et je ne pouvais pas distinguer où finissait la route et où commençait le fossé de drainage. Tout ce que je pouvais faire, c'était continuer à avancer, suivre la faible impression de la route sous moi, et espérer que la tempête se calmerait. Le convoi continuait à parler sur la CB. Leur voix, chaude et détendue, décrivait le café, la nourriture, la chaleur de l'air de repos. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans leur conversation, quelque chose qui me faisait dresser les poils sur la nuque. Ils se répétaient, les mêmes blagues, les mêmes histoires sur les tempêtes passées, les mêmes descriptions de l'air de repos, comme un enregistrement en boucle. J'ai écouté plus attentivement, comptant les secondes entre les phrases, et j'ai réalisé qu'ils répétaient le même dialogue mot pour mot, pause pour pause, toutes les 3 minutes. J'ai tendu la main vers la CB, prêt à l'éteindre, mais ma main s'est figée à mi-chemin. Devant moi, juste à la limite de portée de mes phares, j'ai vu quelque chose. Une forme dans la neige, sombre et massive, se déplaçant sur la route dans la même direction que moi. Un camion. Ça devait être un camion. L'arrière d'une remorque, peut-être. Ou une cabine de repos. Mais il n'y avait aucune lumière dessus. Pas de feux arrière, pas de feu de position, pas de bande réfléchissante ni de marqueur. Juste une forme rectangulaire sombre qui semblait absorber la lumière plutôt que la réfléchir. J'ai légèrement accéléré, essayant de réduire la distance, essayant de mieux la voir. Mais plus j'allais vite, plus elle semblait s'éloigner, toujours là, toujours juste à la limite de visibilité, mais jamais plus proche. J'ai allumé mes phares, espérant mieux l'éclairer, et pendant une seconde, je l'ai vue clairement, une remorque, bleu foncé ou peut-être noire, sans aucune inscription, sans logo de société, sans numéro d'hôte, rien. Et puis elle a disparu, avalée par la neige comme si elle n'avait jamais existé. Mes mains tremblaient maintenant, un frisson qui remontait de mes doigts à mes poignets et à mes avant-bras. J'ai relâché l'accélérateur, laissant le camion ralentir à 55 km/h, puis à 50. La chose intelligente à faire aurait été de m'arrêter. Juste là, au milieu de la route, allumer mes warnings et attendre que la tempête passe. Mais quelque chose de plus profond que la logique me poussait à continuer. Un instinct qui me disait que m'arrêter serait pire. Que quoi que ce soit qui se trouvait là dehors dans la tempête avec moi, il attendait que je m'arrête. La CB a grésillé à nouveau, mais cette fois, les voix étaient différentes, déformées. Les mêmes mots, mais étirés, plus graves, comme un enregistrement joué à moitié vitesse et à 16 km de vent. La météo empire. La voix grave qui avait été chaleureuse et amicale sonnait maintenant creuse, vide, comme si elle venait d'un endroit très lointain ou très profond. Impossible de la rater, a dit la voix, chaque syllabe traînante et fausse. Le tout. J'ai attrapé la CB et l'ai éteinte. Le silence soudain était presque pire que les voix. Maintenant, il n'y avait plus que le vent, le moteur, et ma propre respiration haletante. Je me suis concentré sur la route, à garder le camion entre les lignes que je distinguais à peine, à simplement parcourir le kilomètre suivant, et le suivant, jusqu'à ce que je trouve un endroit sûr pour m'arrêter. C'est alors que j'ai revu le panneau. Le même panneau vert d'autoroute, apparaissant dans mes phares exactement comme avant, mais cette fois, j'étais prêt. Et je l'ai lu dans le bref instant avant qu'il ne disparaisse, sortie 203, aire de repos pour camion, 1 km. La même sortie que le convoi avait mentionnée. La sortie qui n'existait pas. J'ai continué à rouler, les yeux fixés sur l'endroit où le panneau était apparu, essayant de comprendre ce que j'avais vu. Les panneaux routiers ne disparaissent pas comme ça. Ils sont en métal solide et en peinture réfléchissante, ancrés dans le béton, éclairés par les phares, qu'on le veuille ou non. Mais celui-ci avait été là, et puis il n'y était plus, et je ne pouvais me défaire de l'impression d'avoir été témoin de quelque chose d'impossible. Le thermomètre du camion indiquait -8 degrés Celsius à l'extérieur, mais j'étais en sueur. Je pouvais la sentir perler sur mon front,
coulait le long de ma colonne vertébrale sous mon t-shirt thermique et ma veste épaisse. Le chauffage était toujours poussé à fond, soufflant de l'air chaud dans la cabine, mais cela n'aidait pas contre le froid qui s'était installé dans mes os. Ce n'était pas le froid de l'hiver. C'était autre chose. Quelque chose qui venait de l'intérieur, de la certitude grandissante que j'étais dans un sérieux pétrin. J'ai pensé à mon ex-femme, Sarah. Pas la femme que j'avais divorcée 3 ans plus tôt, amère et fatiguée de rester seule pendant que je passais des semaines sur la route, mais la jeune fille que j'avais épousée à 25 ans. Celle qui restait éveillée tard quand je l'appelais des heures de repos, qui riait à mes histoires sur les clients bizarres, les cargaisons étranges, et les 100 petites aventures qui accompagnaient ce métier. Elle disait toujours que j'étais trop têtu pour mon propre bien, qu'un jour je pousserais trop loin et me retrouverais dans une situation que même moi ne pourrais pas gérer. Peut-être que ce jour était arrivé. La route a légèrement tourné vers la droite, suivant le contour du terrain, et je l'ai prise prudemment, sentant la remorque se déplacer derrière moi. La cargaison que je transportais n'était pas particulièrement lourde. Les fournitures médicales ne l'étaient rarement, mais elles étaient fragiles, et la dernière chose dont j'avais besoin était de faire un tête-à-queue sur la glace et de me retrouver avec des milliers de dollars d'équipement endommagé. J'avais transporté assez de chargements pour savoir exactement comment ma remorque réagirait à différentes conditions. Je pouvais sentir à travers le volant et le siège quand les pneus perdaient de l'adhérence ou quand le poids se déplaçait mal. Là, tout semblait normal. Mécaniquement parlant, c'était tout le reste qui n'allait pas. Le kilomètre 225 est apparu dans mes phares. Les chiffres étaient nets malgré la neige qui s'accumulait sur le panneau. Je les avais suivis obsessionnellement depuis 20 minutes, cherchant des écarts ou des irrégularités, tout ce qui pourrait expliquer le panneau de sortie fantôme. Mais ils étaient tous là, dans l'ordre, 220, 221, 222, 223, 224, et 225. Ce qui signifiait que j'avais dépassé l'endroit où la sortie 223 aurait dû se trouver, et il n'y avait rien. Pas de bretelles, pas d'air de repos, pas de lumière à part les miennes se réfléchissant sur la neige qui tombait. La radio CB reposait silencieuse sur mon tableau de bord, la lumière verte du bouton d'alimentation toujours allumée bien que je l'ai éteinte. Je l'ai fixée, attendant qu'elle grésille à nouveau avec ses voix déformées, mais elle est restée silencieuse. Peut-être avais-je tout imaginé. Peut-être que le stress, la tempête et les longues heures avaient combiné leurs effets pour créer une sorte d'hallucination auditive. Cela avait plus de sens que l'alternative, que j'avais écouté quelque chose qui n'était pas tout à fait réel. Des voix venues d'un endroit qui n'existait sur aucune carte. Un mouvement dans mon rétroviseur a attiré mon attention. J'y ai jeté un coup d'œil, m'attendant à ne voir que de la neige et de l'obscurité, mais il y avait quelque chose. Des lumières. Pas des phares approchant derrière moi, mais autre chose. Rouge et blanche, clignotant selon un motif qui semblait presque aléatoire. Elles étaient lointaines, peut-être à 800 mètres derrière, à peine visibles à travers la tempête, mais elles étaient là, et elles suivaient la même route que moi. Un soulagement chaud et soudain m'a envahi. Un autre conducteur, quelqu'un d'autre assez fou ou désespéré pour continuer à avancer dans ce chaos. Je n'étais pas seul, après tout. J'ai observé les lumières dans le rétroviseur, attendant qu'elles se rapprochent, mais elles maintenaient leur distance. À 800 mètres derrière, ni plus près, ni plus loin, gardant simplement le rythme alors que je roulais à travers la tempête. J'ai réessayé la radio CB, la rallumant malgré mon malaise précédent. Un grésillement épais et bourdonnant m'a accueilli. Ici Cal Reddington, direction est sur l'île 80 au kilomètre 225, ai-je dit dans le micro. J'ai un véhicule en visuel derrière moi. Si c'est vous, répondez. Le grésillement a continué, inchangé. J'ai réessayé, ajustant le squelch, changeant de canot. Rien. Juste ce même sifflement vide. Les lumières dans mon rétroviseur ont vacillé. Et pendant un moment, j'ai cru qu'elles s'étaient éteintes complètement. Mais elles sont revenues, plus brillantes maintenant, et je pouvais les voir plus clairement. Ce n'étaient pas des lumières de camion. Le motif était faux, trop étalé, et le rouge semblait trop intense, trop pur, comme des lumières d'urgence. Peut-être la police ou la patrouille routière, vérifiant les véhicules assez fous pour rester sur la route dans ces conditions. J'ai relâché l'accélérateur, m'attendant à ce que le véhicule me rattrape, qu'il se place à côté de moi ou me signe de me garer, mais il est resté en arrière, maintenant cette même distance de 800 mètres. Les lumières pulsaient dans mon rétroviseur. Rouge et blanc, hypnotiques dans leur rythme.
Je les ai observées pendant 1 minute pleine, 2 minutes, 3, et elles n'ont jamais changé. Jamais plus proches, jamais plus loin, juste là, comme si elles étaient attachées à mon camion par une ligne invisible. La radio de mon téléphone a grésillé, me faisant sursauter. Pas un appel, mais la bande météo s'activant automatiquement avec une alerte. Avertissement de tempête hivernale en vigueur pour les comtés de Carbone et d'Albany jusqu'à 6 heures du matin. La voix automatisée était hachée, se brisant sous les interférences. Visibilité nulle signalée. Fermeture multiple de routes. Les voyageurs sont priés d'eux. Le message s'est coupé, remplacé par des parasites, puis le silence. L'écran de mon téléphone ne montrait plus de réseau. L'application météo était figée sur des données de 3 heures plus tôt. Devant moi, quelque chose a changé. La qualité de l'obscurité s'est modifiée, est devenue plus profonde, d'une manière ou d'une autre, plus absolue. Et puis j'ai compris ce que c'était. Mes phares n'allaient plus aussi loin. Les faisceaux qui auraient dû s'étendre sur 100 mètres ou plus étaient absorbés après 10 mètres, avalés par la tempête, ou par la nuit, ou par quelque chose que je ne voulais pas envisager. Je pouvais voir la neige tomber dans le cône de lumière immédiat. Je pouvais voir la route directement devant mon pare-choc, mais au-delà, il n'y avait que du noir. J'ai ralenti à 40 km/h, puis à 30. Cela devenait dangereux. J'avais besoin de trouver un endroit pour m'arrêter, attendre que le pire de la tempête passe, même si cela signifiait rester sur l'accotement avec mes warnings allumés. Mais quand j'ai commencé à me diriger vers la droite, prévoyant de me garer, le camion a sursauté. Pas à cause de la glace ou du vent, mais à cause de quelque chose en dessous. Un choc violent qui m'a fait grincer des dents et a renversé le café de mon porte-gobelet par-dessus le bord. J'ai corrigé automatiquement, ramenant le camion au centre de la voie, et la conduite est redevenue immédiatement fluide. Que avais-je heurté? Il n'y avait rien sur l'autoroute, aucun débris, aucun nid de poule assez grand pour causer un tel impact. J'ai vérifié mes rétroviseurs, cherchant ce que j'avais pu écraser, mais je n'ai vu que mes propres traces déjà comblées par la neige qui tombait, et ces lumières, toujours là-bas dans la distance, pulsant toujours selon leur rythme rouge et blanc régulier. La fois suivante où j'ai essayé de me diriger vers l'accotement, la même chose s'est produite, un choc violent, comme si j'avais roulé sur une bûche ou un trottoir, me forçant à revenir au centre de la voie. J'ai essayé l'accotement gauche avec le même résultat. Le camion ne roulait en douceur que si je le gardais au milieu de la route, à égale distance des deux bords, comme si quelque chose l'empêchait physiquement de se garer. Mon cœur battait maintenant à tout rompre, un rythme rapide et malsain qui faisait trembler ma main sur le volant. Ce n'était pas possible. Les routes ne fonctionnaient pas comme ça. La physique ne fonctionnait pas comme ça. J'étais fatigué. C'était tout. Épuisé, stressé, voyant et ressentant des choses qui n'étaient pas réelles. J'avais besoin de rester calme. De réfléchir rationnellement. Il y avait une explication à tout cela. Il devait y en avoir une. J'ai repensé à la dernière aire de repos que j'avais dépassée, un TA à Rollins, où j'avais fait le plein juste avant que la tempête ne frappe. Dustin Kervin travaillait au garage, un mécanicien que je connaissais depuis des années. Nous avions discuté quelques minutes pendant qu'il vérifiait la pression de mes pneus, parlant de la météo, de la saison, de la lenteur des affaires. « Fais attention là-dehors, Cal », m'avait-il dit en partant. « Cette tempête est censée être mauvaise. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ferme l'autoroute avant le matin. » J'avais ri, l'avais rassuré que tout irait bien. Maintenant, j'aurais aimé l'avoir écouté. Le thermomètre sur mon tableau de bord descendait, moins 10 degrés Celsius maintenant. Moins 12. Le froid s'infiltrait par chaque fissure et interstice de la cabine, formant de la glace à l'intérieur des vitres plus vite que je ne pouvais l'enlever. Ma respiration sortait en nuages, visible même dans la faible lueur des lumières du tableau de bord. J'ai poussé le chauffage encore plus, mais cela ne semblait faire aucune différence. Le froid continuait à venir, constant et impitoyable, comme si le camion perdait sa capacité à le retenir. Le kilomètre 230 est apparu et a disparu. Puis le 231. J'avançais, au moins, continuant à avancer même si je ne pouvais pas m'arrêter. Les lumières derrière moi gardaient le rythme, ni ne gagnant ni ne perdant du terrain, et j'ai essayé de me réconforter de leur présence, même si elles n'avaient aucun sens. Rien n'avait de sens maintenant. Ni la sortie fantôme, ni les voix en boucle sur la CB, ni la forme sombre que j'avais vue sur la route et qui avait disparu comme de la fumée. Mais je continuais à avancer, à conduire. Et tant que je le faisais,
j'atteindrais éventuellement une ville, un poste de patrouille, ou un endroit avec des gens, de la chaleur, et des explications. La radio CB s'est rallumée sans que je la touche. Je l'ai fixée, ma main figée à mi-chemin du bouton d'alimentation alors que des parasites remplissaient la cabine. Puis, à travers les interférences, j'ai entendu une voix. Ma voix. Ici Cal Reddington, direction est sur l'île 80 au kilomètre 225. J'ai un véhicule en visuel derrière moi. Si c'est vous, répondez. Les mots exacts que j'avais prononcés quelques minutes plus tôt m'ont été renvoyés avec une clarté parfaite. Puis le silence. J'ai saisi le micro avec des mains tremblantes. Qui est-ce ? Ma voix est sortie plus aiguë que je ne l'aurais voulu, tendue par la peur que je ne pouvais pas tout à fait cacher. Comment faites-vous ça ? Les parasites m'ont répondu. Puis, après une longue pause, ma voix à nouveau, posant la même question. Qui est-ce ? Comment faites-vous ça ? Comme un écho, mais retardé, me revenant d'un endroit que je ne pouvais pas identifier. J'ai éteint la CB à nouveau, appuyant violemment sur le bouton d'alimentation comme si je pouvais tuer ce qui se trouvait à l'autre bout de ce signal. La radio est restée éteinte pendant 5 secondes. Puis la lumière verte est revenue, brillant dans l'obscurité, et les parasites ont repris comme si je ne l'avais jamais touché. J'ai réessayé avec le même résultat. La CB refusait de rester éteinte. Elle continuait à revenir, continuait à remplir la cabine de ce sifflement vide qui ressemblait à rien et à tout à la fois. Mav, ai-je dit à voix haute, me parlant à moi-même maintenant, ma voix tremblante. Il faut que je contacte Mav. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai réessayé son numéro, mais j'ai obtenu les mêmes parasites que précédemment. J'ai essayé le 911 et n'ai rien eu, pas même une sonnerie. Le téléphone était inutile ici, ou que soit cette, ici. Parce que je commençais à penser que je n'étais plus sur l'Interstate 80. Pas vraiment. J'avais quitté la carte d'une manière ou d'une autre, pour me retrouver sur une version de la route qui existait juste légèrement à gauche de la réalité, où les panneaux de sortie apparaissaient et disparaissaient, et où les voix à la radio me renvoyaient un écho depuis le vide. Le vent est tombé. Comme ça, entre une seconde et l'autre, il est passé d'un hurlement à un silence total. La neige continuait à tomber, épaisse et lourde, mais sans le vent, elle tombait droit, presque paisible dans sa façon de s'accumuler sur mon capot et mon pare-brise. Le silence soudain était dérangeant. Je pouvais entendre le moteur du camion maintenant, vraiment l'entendre, chaque ping et cliquetis qui se perdait habituellement dans le bruit général de la conduite. Je pouvais entendre ma propre respiration, rapide et trop saccadée. Je pouvais entendre le grattement des essuie-glaces sur le verre, le tic doux de la glace fondant sur les bouches d'aération. Et sous tout cela, je pouvais entendre autre chose. Un son si grave que je le sentais plus que je ne l'entendais. Une vibration qui montait à travers le siège et dans ma colonne vertébrale, comme un bourdonnement profond ou un moteur tournant au ralenti au loin, ou une voix essayant de parler de très, très loin. Cela me faisait grincer des dents, me donnait la chair de poule, et je ne pouvais pas dire si cela venait de l'extérieur du camion, de l'intérieur, ou d'un endroit entre les deux. Les lumières dans mon rétroviseur ont vacillé à nouveau, et cette fois, quand elles sont revenues, elles étaient plus proches. Plus à 800 mètres, peut-être à 400, gardant toujours leur distance, mais une distance plus courte maintenant, pulsant toujours selon ce même motif rouge et blanc. Je les ai observées, à la fois fascinées et terrifiées, alors qu'elles maintenaient leur nouvelle position. Plus proches, mais sans me rattraper. Me suivant, mais n'arrivant jamais. Le kilomètre 235 est passé devant ma vitre. J'avais roulé pendant plus d'une heure depuis que j'avais vu un autre véhicule pour la dernière fois. Depuis que j'avais entendu une voix sur la CB qui n'était pas la mienne ou un enregistrement déformé. La tempête ne montrait aucun signe de faiblir, et mon indicateur de carburant descendait vers la moitié du réservoir. J'en avais assez pour atteindre North Platte, mais seulement si je ne me perdais pas. Si je ne gaspillais pas de carburant en tournant en rond ou en cherchant une sortie qui n'existait peut-être pas. Et je commençais à penser que peut-être atteindre North Platte n'était plus une option. La forme sombre est réapparue, devant et à droite cette fois. Cette même masse rectangulaire massive, comme une remorque sans lumière, se déplaçant sur la route dans la même direction que moi, mais cette fois, elle était plus proche, peut-être à 50 mètres devant, et je pouvais la voir plus clairement. C'était une remorque. J'en étais presque certain maintenant, mais fausse d'une manière ou d'une autre. Les proportions n'étaient pas tout à fait bonnes. Trop haute ou trop large, ou trop quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Et elle était absolument noire. Pas bleu marine ou bleu foncé,
mais un noir vrai, le genre de noir qui semblait aspirer la lumière et refusait de la laisser s'échapper. J'ai relâché l'accélérateur, ne voulant pas me rapprocher davantage. Et la forme a maintenu sa distance, exactement comme les lumières derrière moi. À 50 mètres devant, ne s'éloignant jamais, ne me laissant jamais la rattraper. J'étais coincé. J'ai réalisé que ceux qui me suivaient et ceux qui me précédaient me gardaient sur cette route, me faisaient avancer à une vitesse régulière vers une destination que je ne pouvais pas voir. La radio CB a grésillé avec ma voix à nouveau. Mais cette fois, les mots étaient différents. « Aidez-moi », ai-je entendu dire, le ton plat et sans émotion malgré le sens des mots. Je suis perdu. Je ne sais pas où je suis. Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi. Je n'avais jamais dit ces choses, ne les avais pas prononcées dans le micro, ne les avais même pas pensées clairement assez pour les articuler, mais c'était bien ma voix qui les disait, les diffusant dans la tempête où personne ne les entendrait. J'ai regardé le micro, toujours accroché à son cordon enroulé, exactement là où je l'avais laissé. Ma main était sur le volant. Je n'avais pas touché la CB, mais la voix continuait, mes mots sortant du haut-parleur. Les panneaux n'ont pas de sens. La route ne finit pas. Je roule depuis des heures et rien ne change. Où suis-je? Où vais-je? La forme devant moi semblait grandir, s'étendre jusqu'à remplir tout mon champ de vision. Je ne pouvais plus voir autour, ni au-delà, vers la route devant. Juste cette masse rectangulaire noire, absorbant la lumière de mes phares, attirant mes yeux d'une manière qui me donnait le vertige et me rendait malade. Je voulais détourner le regard, mais je ne le pouvais pas. Je voulais ralentir, mais mon pied ne bougeait pas de la pédale. Je voulais crier, mais ma gorge était serrée et ne produisait aucun son. Et puis quelque chose a frappé le camion. Pas une collision, pas un impact avec un autre véhicule ou une barrière. Quelque chose a heurté le toit de la cabine. Un thump doux que j'ai plus senti qu'entendu. Puis un autre, et un autre. Une percussion régulière, comme si quelqu'un marchait sur le toit du camion. Mais il n'y avait personne là-haut. Il ne pouvait pas y en avoir. Je roulais à 30 km/h sur une autoroute déserte au milieu d'une tempête de neige. Il n'y avait rien ici qui puisse être sur mon toit. Les thumps ont continué, se déplaçant de l'avant de la cabine vers l'arrière, et j'ai entendu autre chose. Un bruit de grattement, comme des griffes ou des ongles traînant sur le métal. Mes mains se sont crispées sur le volant, les jointures blanches alors que ceux qui étaient là-haut se déplaçaient le long du camion, sur la cabine, et sur la remorque derrière moi. Je ne voulais pas lever les yeux. Je ne voulais pas voir ce qui pouvait être visible à travers le toit ouvrant que je n'utilisais jamais, qui restait couvert par un store que je n'ouvrais jamais. Mais mes yeux se sont levés quand même, attirés par une compulsion que je ne pouvais pas résister. Le store était ouvert. Je ne me souvenais pas l'avoir ouvert. Je ne me souvenais pas l'avoir touché du tout. Et à travers le toit ouvrant, j'ai pu voir le ciel, ou ce qui aurait dû être le ciel. Mais au lieu d'étoiles, de nuages ou de la tempête, il n'y avait que du noir. Un noir pur et absolu. Si sombre que cela faisait mal aux yeux. Et dans cette obscurité, quelque chose bougeait. Quelque chose de grand et de lent, se déplaçant comme de l'huile sur l'eau, bloquant même la faible illumination qui aurait dû venir de quelque part, n'importe où. J'ai tourné brusquement le volant vers la gauche, une réaction paniquée qui a fait déraper le camion sur le côté. La remorque a commencé à osciller, le début d'un tête-à-queue qui me retournerait si je ne corriguais pas immédiatement. J'ai ramené le volant, relâché l'accélérateur, laissant le camion retrouver son équilibre. Le grattement sur le toit s'est arrêté. Les thumps ont cessé, et quand j'ai regardé à nouveau, le store était fermé, exactement comme il l'avait toujours été. Je tremblais si fort que je pouvais à peine tenir le volant. Ma respiration sortait en halètements courts qui embuaient l'air devant mon visage, gelant en minuscules cristaux qui tombaient sur mes genoux. J'avais besoin de m'arrêter. De sortir du camion, de courir, de faire n'importe quoi sauf continuer à conduire vers ce qui m'attendait au bout de cette route. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque fois que j'essayais de me garer, quelque chose l'empêchait. J'étais prisonnier en mouvement, un captif dans mon propre camion, suivant un itinéraire sans fin. Les lumières derrière moi étaient plus proches maintenant, assez pour que je puisse presque distinguer le véhicule auquel elles étaient attachées, presque voir ce qui m'avait suivi pendant la dernière heure. Mais chaque fois que je me concentrais sur elles dans le rétroviseur, elles devenaient floues et changeantes, refusant de se matérialiser en quelque chose de cohérent. Rouge et blanc pulsant, se rapprochant centimètre par centimètre. Et je savais que si elles me rattrapaient un jour,
si elle se plaçait à côté de moi ou me dépassait, quelque chose de très mauvais arriverait. La forme sombre devant moi a disparu, avalée par la neige ou s'estompant dans la dimension d'où elle était venue. Pendant un moment, j'ai roulé dans le vide. Rien devant moi sauf la tempête, la route et le blanc infini. Et puis j'ai revu le panneau. Ce même panneau vert d'autoroute, sortie 223, apparaissant dans mes phares comme s'il m'attendait. Mais cette fois, il n'a pas disparu. Il est resté visible, solide et réel, fixé sur ses poteaux comme n'importe quel panneau normal devrait l'être. Et au-delà, je pouvais voir des lumières. Pas le rouge et blanc du véhicule derrière moi, mais la lueur jaune chaude des lampes à sodium, le blanc vif des tubes fluorescents, le scintillement multicolore des enseignes au néon. Une aire de repos pour camions, exactement comme les voies sur la CB l'avaient décrite, exactement comme on me l'avait dit. Sortie 223, exactement là où elle n'aurait pas dû être. J'ai ralenti, le camion passant à 25 km/h, puis à 15. La bretelle de sortie est apparue dans mes phares, s'incurvant vers la droite, menant vers ces lumières accueillantes. Je pouvais voir des bâtiments maintenant, une station-service, un restaurant, et ce qui ressemblait à un motel. Des camions étaient garés en rangée nette sur le parking, leurs feux de position allumés, leurs cabines sombres alors que leurs conducteurs dormaient. Cela avait l'air normal. Cela avait l'air sûr. Cela avait l'air exactement de ce dont j'avais besoin. Mon clignotant a cliqué dans le silence, marquant le temps avec le battement de cœur du camion. Tout ce que j'avais à faire, c'était tourner le volant, suivre la bretelle jusqu'à l'aire de repos, et ce cauchemar serait terminé. Je serais de nouveau parmi les gens, autour de la lumière, de la chaleur et de la raison. J'appellerais Mav, lui dirais que je m'arrêtais pour la nuit, que la tempête était trop forte pour continuer. Elle comprendrait. Elle serait probablement soulagée. Les lumières derrière moi ont surgi vers l'avant, soudain assez proches pour que je puisse les voir clairement dans mon rétroviseur pour la première fois. Et ce que j'ai vu a glacé mon sang dans mes veines. Ce n'étaient pas des lumières de camion, ni de police, ni rien qui appartenait à un véhicule. C'étaient des fenêtres brillantes de l'intérieur avec une lumière rouge et blanche qui pulsait comme un battement de cœur. Des fenêtres dans quelque chose de massif et de sombre qui remplissait la route derrière moi. Quelque chose qui n'était ni un camion ni une voiture, ni rien que je pouvais nommer. J'ai tourné brusquement le volant vers la droite, prenant la sortie, et les pneus du camion ont mordu dans la neige fraîche de la bretelle. Derrière moi, les lumières, les fenêtres, la chose a suivi, tournant sur la bretelle de sortie avec une grâce et un silence qu'aucune chose de cette taille n'aurait dû posséder. J'ai accéléré, poussant le camion aussi vite que j'osais le long de la bretelle courbe, désespéré d'atteindre ces lumières en bas, d'atteindre l'aire de repos et la sécurité illusoire qu'elle offrait. La bretelle s'est recourbée sur elle-même, selon un design standard en trèfle, et je l'ai suivie, la remorque oscillant derrière moi mais restant alignée. Presque là. Juste 100 mètres de plus et je serais sur un terrain plat, entrant dans le parking, entouré d'autres conducteurs qui sauraient quoi faire, qui m'aideraient à comprendre tout cela. Je pouvais voir les pompes à carburant maintenant, pouvais lire le prix au gallon sur les écrans LED, pouvais voir une silhouette en veste épaisse marchant entre les camions, vérifiant les véhicules, ayant l'air parfaitement normal et banal et réel. La bretelle s'est aplanie, et j'ai redressé le volant, me préparant à tourner vers l'entrée de l'aire de repos. Mais en le faisant, les lumières qui avaient été si chaudes et invitantes ont commencé à scintiller. Les lampes à sodium se sont atténuées et ont brillé à nouveau, puis se sont éteintes. Les tubes fluorescents ont hésité. Les enseignes au néon ont bourdonné et se sont éteintes. Et en l'espace de 3 battements de cœur, toutes les lumières de l'aire de repos se sont éteintes. L'obscurité s'est précipitée pour combler le vide, absolu et total. Les camions que j'avais vus garés en rangée nette avaient disparu. Les bâtiments avaient disparu. La silhouette en veste avait disparu. Il n'y avait rien devant moi sauf un terrain enneigé et vide, et la bretelle continuant vers l'avant dans l'obscurité. Pas d'air de repos, pas de sortie, juste la bretelle menant nulle part, se terminant dans un champ de blanc qui s'étendait dans toutes les directions. J'ai freiné, sentant l'ABS pulser sous mon pied alors que le camion ralentissait, et s'est finalement arrêté. Je suis resté assis là dans le silence, le moteur tournant au ralenti, les phares éclairant la neige et rien d'autre. Derrière moi, la chose aux fenêtres lumineuses s'était aussi arrêtée, maintenant sa distance, attendant. La radio CB a grésillé avec ma voix, appelant toujours à l'aide, décrivant toujours ma confusion et ma peur avec ce ton plat et sans émotion. J'étais coincé entre le néant et quelque chose de pire que le néant, sur une bretelle de sortie qui ne menait nulle part, dans une tempête qui ne finirait jamais.
Et j'ai réalisé avec une clarté qui a transpercé toute ma peur et ma confusion que j'avais fait une terrible erreur. Je n'aurais jamais dû quitter l'autoroute. Je n'aurais jamais dû écouter les voix sur la CB ou chercher l'air de repos qui n'existait pas, car maintenant j'étais hors de la route, hors de la carte, et je n'avais aucune idée de comment revenir. Je suis resté assis pendant ce qui m'a semblé des heures, bien que ma montre indiquait que seulement 5 minutes s'étaient écoulées. Le moteur tournait avec un rythme régulier, brûlant du carburant, l'aiguille du réservoir descendant à chaque instant qui passait. Il me restait peut-être 500 km d'autonomie, assez pour retourner sur l'autoroute et continuer vers les si je pouvais comprendre comment remonter la bretelle de sortie sans faire un tête-à-queue. Mais l'idée de retourner là-bas, sur cette route sombre sans fin avec ceux qui me suivaient, me retournait l'estomac. Les phares ne montraient rien d'autre que de la neige et un champ vide où l'air de repos aurait dû se trouver. J'ai essayé de rationaliser. J'ai essayé de trouver une explication logique à ce que je venais de voir. Une panne de courant, peut-être un tour joué par la tempête qui m'avait fait mal juger les distances. Mais je savais que c'était des mensonges. Des tentatives désespérées de mon esprit pour expliquer quelque chose qui n'avait pas d'explication. L'air de repos avait disparu parce qu'elle n'avait jamais été réelle. C'était un leurre, un appât pour me faire quitter l'autoroute, et j'avais mordu à l'hameçon. Derrière moi, la chose aux fenêtres lumineuses restait immobile. Une masse sombre au sommet de la bretelle de sortie. Je ne pouvais pas la voir clairement dans mes rétroviseurs, ne pouvais distinguer aucun détail au-delà de l'impression générale de taille et de fausseté, mais je pouvais la sentir là. Je pouvais sentir sa présence comme un poids appuyant sur l'arrière de ma nuque. Elle attendait que je bouge, que je prenne une décision, que je fasse quelque chose d'autre que rester assis là, au point mort, à brûler du diesel. J'ai attrapé mon téléphone à nouveau, sachant qu'il était inutile, mais ayant besoin d'essayer quand même. Toujours pas de réseau. L'écran montrait ma dernière position connue comme étant Rollins, à plus de 160 km en arrière. La flèche du GPS tournait lentement sur place, comme si elle essayait de comprendre où j'étais passé. La batterie était à 30%, descendant plus vite qu'elle ne l'aurait dû. J'ai éteint l'écran pour économiser l'énergie, bien que je ne sache pas pourquoi cela importait. Si je devais mourir ici dans la neige, que mon téléphone ait ou non de la batterie semblait une préoccupation mineure. La radio CB continuait ses diffusions intermittentes, ma voix perçant les parasites pour décrire des situations que je n'avais pas encore vécues. Le moteur est en train de mourir, ai-je entendu dire. Je ne peux pas le maintenir en marche. Il fait si froid. J'ai regardé le thermomètre du camion. Le moteur tournait parfaitement. La température du moteur était exactement là où elle devait être. Mais j'ai frissonné quand même, parce que je savais que cette voix avait raison. Finalement, le carburant s'épuiserait, puis le moteur s'arrêterait, puis le chauffage tomberait en panne, et je serais seul dans la cabine avec rien d'autre que le froid, l'obscurité et ce qui était là dehors, attendant. J'ai mis le camion en marche arrière, décidant que je devais au moins essayer de retourner sur l'autoroute. La transmission a grincé alors que j'ai relâché l'embrayage, et le camion a commencé à reculer lentement sur la légère pente de la bretelle de sortie. J'ai surveillé mes rétroviseurs avec attention, essayant de rester centré sur la bretelle, essayant d'éviter les accotements qui pouvaient tomber dans des fossés ou des barrières, ou dans le néant. La chose aux fenêtres n'a pas bougé, restant simplement là, au sommet de la bretelle, me regardant m'approcher. 20 mètres nous séparaient maintenant, puis 15, puis 10. Je pouvais la voir plus clairement, pouvais distinguer ce qui ressemblait à une structure rectangulaire massive, plus haute qu'un semi-remorque, avec ses fenêtres lumineuses disposées en 2 rangées le long de son côté. Mais les proportions étaient toutes fausses. Les angles trop nets ou trop mous, ou trop quelque chose que mon cerveau ne pouvait pas tout à fait traiter. Cela faisait mal de la regarder directement, me faisait larmoyer et me donnait mal à la tête. Alors, je me suis fié à mes rétroviseurs, la gardant dans ma vision périphérique tandis que je me concentrais sur la bretelle. 5 mètres. 3. Et puis j'étais à sa hauteur, la remorque de mon camion passant à portée de bras de ce que c'était. Je ne l'ai pas regardé directement, et gardé les yeux vers l'avant, mais je pouvais la voir là, dans mon rétroviseur latéral. Je pouvais voir ses fenêtres pulsant avec leur lumière rouge et blanche. Je pouvais voir quelque chose bouger derrière les fenêtres. Des ombres qui se déplaçaient et fluaient comme si elles étaient sous l'eau ou prises dans un mirage de chaleur. J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur, sentant le moteur forcer alors que je reculais la pente. La chose n'a pas bougé, n'a pas réagi à ma présence du tout. Et puis j'étais passé, de retour au sommet de la bretelle,
et je pouvais voir l'autoroute devant moi. La route était toujours là, courant est-ouest à travers l'obscurité, toujours recouverte de neige. Un soulagement m'a envahi si intensément qu'il m'a donné le vertige. J'avais trouvé le chemin du retour. Je pouvais revenir sur la route et continuer à rouler, et peut-être ce cauchemar prendrait-il fin. J'ai passé la première et j'ai avancé, guidant le camion de retour sur l'autoroute. Les pneus ont accroché, la remorque a suivi, et comme ça, j'étais de retour dans la voie, les phares pointés vers le Nebraska et la promesse du matin. Derrière moi, la bretelle de sortie s'est estompée dans l'obscurité, et la chose aux fenêtres ne m'a pas suivi. Elle est restée là, à l'entrée de nulle part, me regardant partir, et j'ai senti son attention comme un contact physique entre mes omoplates. Les voix du convoi ont recommencé sur la CB, revenues à leur boucle originale, décrivant l'air de repos et le café, et comment elles allaient attendre que la tempête passe. Mais elles sonnaient faibles maintenant, lointaines, comme si elles diffusaient depuis très loin. Je les ai écoutées répéter leur conversation 2 fois de plus, puis j'ai éteint la radio. Cette fois, elle est restée éteinte, la lumière verte s'éteignant et restant éteinte. Ceux qui avaient joué avec moi semblaient avoir perdu tout intérêt. Le kilomètre 236 est apparu dans mes phares. Puis le 237. J'avançais, mettant de la distance entre moi et la sortie fantôme. Et cela devait signifier quelque chose. Cela devait signifier que je revenais à la réalité normale, à la route régulière qui existait sur les cartes et les systèmes GPS. Mes mains avaient cessé de trembler et ma respiration s'était ralentie à quelque chose d'approchant la normale. J'allais y arriver. J'allais livrer cette cargaison, toucher mon paiement et ne jamais reprendre une course à travers le Wyoming en hiver. C'est alors que j'ai vu le panneau pour la sortie 223 devant moi. Mon pied a quitté l'accélérateur involontairement, le camion ralentissant alors que je fixais le panneau vert éclairé par mes phares. Sortie 223, aire de repos pour camion, 1 km. La même sortie que je venais de quitter. La même sortie qui n'aurait pas dû exister. Mais je l'avais dépassée. Je l'avais mise derrière moi. J'avais vu les kilomètres 236 et 237, ce qui signifiait que j'étais bien au-delà de l'endroit où une sortie 223 pouvait se trouver. J'ai regardé mon odomètre, essayant de comprendre les chiffres. J'avais roulé 3,7 km depuis que j'étais retourné sur l'autoroute. Je devrais être au kilomètre 240 maintenant, peut-être 241. Mais le panneau indiquait 220. J'étais revenu là où j'étais 1 heure plus tôt, avant d'avoir vu la sortie pour la première fois. La distance que j'avais parcourue, tous les kilomètres que j'avais mis entre Rollins et moi avaient d'une manière ou d'une autre disparu. J'étais pris dans une boucle, conduisant le même tronçon de route encore et encore, et je ne m'en étais même pas rendu compte jusqu'à maintenant. La panique m'a frappé alors, réelle et viscérale, serrant ma poitrine jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. J'étais piégé, non seulement sur cette route, mais dans ce moment, ce morceau de temps et d'espace qui se répétait comme un disque rayé, sautant sur le même sillon. Je pouvais conduire pendant des jours et ne jamais aller nulle part. Ne jamais m'échapper de cette boucle sans fin de neige, d'obscurité et de la sortie 223. J'ai attrapé le téléphone, et appuyé sur le numéro de Mav avec des doigts tremblants. L'appel s'est connecté cette fois, la sonnerie claire et normale à mon oreille. L'espoir m'a envahi. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Cal. Sa voix était voilée par le sommeil. Quelle heure est-il? Tu vas bien? Mav, écoute-moi bien. Je suis coincé dans une sorte de boucle sur l'île 80. La même sortie continue d'apparaître. Les mêmes kilomètres. Je ne peux pas la dépasser. Il y a quelque chose qui me suit. Quelque chose ne va pas avec la route. Je ne sais pas quoi faire. Silence à l'autre bout. Puis, Cal, tu ne fais pas de sens. Où es-tu exactement? Je ne sais pas. C'est ce que j'essaie de te dire. Le GPS indique Rollins, mais je roule depuis des heures. Kilomètre 220. 225, retour au 220. Ce n'est pas possible, mais c'est ce qui se passe. Encore du silence. Quand Mav a parlé à nouveau, sa voix était douce. Le ton que l'on utilise avec quelqu'un qui fait une crise. Cal, as-tu bu ou pris des médicaments? Tu as l'air vraiment stressé. Je ne suis pas saoul. Je ne suis pas fou. Il y a quelque chose qui ne va pas sur cette route, Mav. J'ai vu des choses impossibles, et je ne peux pas m'en échapper. Écoute-moi bien.
J'ai besoin que tu te gares quelque part en sécurité et que tu te reposes. Tu as conduit trop longtemps. Tu es épuisé, et la tempête est probablement pire que tu ne le réalises. Trouve une aire de repos, dors un peu, et on réglera ça demain matin. Il n'y a pas d'air de repos. C'est ce que j'essaie de te dire. Celle où j'ai essayé de m'arrêter a disparu. Elle s'est évanouie devant moi. Cal. La ligne a grésillé, des parasites s'infiltrant dans la communication. Je ne t'entends pas. Ça coupe. Rappelle quand. Puis plus rien. Le silence. J'ai regardé l'écran du téléphone et j'ai vu que l'appel avait duré 43 secondes. 43 secondes de contact avec le monde réel, avec quelqu'un qui existait en dehors de ce cauchemar, et ce n'avait pas été suffisant. Elle pensait que je perdais la tête. Peut-être était-ce le cas. La forme sombre est réapparue devant moi, cette masse en forme de remorque qui absorbait la lumière au lieu de la réfléchir. Elle était plus proche cette fois, peut-être à 30 mètres devant, et elle se déplaçait plus lentement qu'avant. Je pouvais le dire parce que je la rattrapais, même si je n'avais pas augmenté ma vitesse. Dans une minute, je serais juste derrière elle. Assez près pour lire les plaques d'immatriculation si elle en avait. Assez près pour voir ce qu'elle était vraiment. Je ne voulais pas savoir. Chaque instinct que j'avais hurlé de ralentir, de maintenir la distance, d'éviter de me rapprocher de cette chose plus que nécessaire. Mais le camion continuait à rouler vers l'avant à une vitesse régulière de 40 km/h, et la forme continuait à ralentir, et l'écart entre nous se réduisait mètre par mètre. 20 mètres. 15. Je pouvais voir des détails maintenant, ou ce qui ressemblait à des détails. L'arrière de la chose avait une porte ou une ouverture, une obscurité rectangulaire encore plus noire que la masse environnante. Et autour de cette ouverture, je pouvais voir ce qui ressemblait à du texte, des lettres blanches sur la surface noire. J'ai plissé les yeux, essayant de les lire, essayant de distinguer ce qu'elles disaient. Mavolisté Transport. Mes mains se sont crispées sur le volant. Ma société n'avait pas de camion comme celui-ci. N'avait aucun camion, en fait. Nous étions un courtier, reliant les conducteurs au chargement, gérant la logistique. MAV dirigeait toute l'opération depuis un bureau de 2 pièces à Cheyenne, avec une secrétaire et beaucoup d'appels téléphoniques. Nous ne possédions pas d'équipement. Nous n'exploitions pas de véhicules. Nous n'avions certainement pas de remorque noire avec notre nom écrit dessus. 10 mètres. Le texte était plus clair maintenant. Et en dessous du nom de la société, je pouvais voir un numéro d'hôte. Mon numéro d'hôte. La même séquence de 7 chiffres qui était sur mon camion, sur mes papiers, sur chaque bon de livraison que j'avais signé au cours des 3 dernières années. Cette chose, quoi que ce soit, portait mon identité comme un déguisement. J'ai tourné brusquement le volant vers la gauche, passant sur la voie ouest pour m'éloigner d'elle. Le camion a réagi lentement, la remorque oscillant alors que je changeais de voie. Mais alors que je me déplaçais vers la gauche, la forme sombre s'est déplacée avec moi, correspondant exactement à ma trajectoire. J'ai essayé de revenir à droite, et elle a suivi, restant directement devant moi quoi que je fasse. J'étais verrouillé sur elle d'une manière ou d'une autre, attaché à elle, et la distance entre nous continuait à se réduire. 5 mètres. 4 assez près maintenant pour que je puisse voir mes phares se réfléchir sur quelque chose à l'arrière de la remorque. Pas la surface elle-même, qui semblait toujours absorber la lumière, mais quelque chose d'incrusté dedans. Des réflecteurs, peut-être, ou des lumières à elle. Elles brillaient en rouge, non pas à cause de mes phares, mais d'une source interne, et elles étaient disposées selon un motif que je reconnaissais. Feux arrière, feux de position, feux de gabarit. Tous aux bons endroits, toutes les bonnes formes, mais toutes les mauvaises couleurs. Juste du rouge. Pas de blanc ou d'ambre. Juste du rouge, comme des lumières d'avertissement ou des gyrophares, ou du sang. 3 mètres. Je pouvais voir sous la remorque maintenant. Je pouvais distinguer ce qui ressemblait à des roues, des essieux et un châssis, mais ils ne bougeaient pas. Toute la chose glissait le long de la route sans que ses roues ne tournent, sans entrer en contact avec le sol. Elle flottait, planait, maintenant une distance précise au-dessus de l'asphalte enneigé. 2 mètres. Et c'est alors que j'ai vu la porte à l'arrière de la remorque commencer à s'ouvrir. Pas en s'ouvrant vers l'extérieur sur des charnières comme une porte de remorque normale, mais en glissant vers le haut comme un rideau roulant, révélant l'intérieur. J'ai essayé de détourner le regard, d'essayer de me concentrer sur la route ou mes rétroviseurs ou n'importe quoi sauf ce qui était en train d'être révélé. Mais mes yeux ne bougeaient pas.
Ils sont restés fixés sur cette ouverture, sur l'obscurité à l'intérieur qui était d'une manière ou d'une autre plus sombre que l'extérieur. Sur ce qui était là, attendant d'être vu. L'intérieur de la remorque n'était pas vide. Il était rempli de fenêtres. Les mêmes fenêtres lumineuses que j'avais vues sur la chose qui m'avait suivi sur la bretelle de sortie, disposées en 2 rangées de chaque côté, pulsant avec une lumière rouge et blanche. Et devant ces fenêtres, en silhouette contre leur lueur, je pouvais voir des figures, de forme humaine, immobiles, 3 ou 4 douzaines au moins. Elles faisaient toutes face vers l'avant, vers moi, et bien que je ne puisse pas distinguer leurs traits, je savais qu'elles me regardaient. 1 mètre. Assez près pour que j'aurais pu tendre le bras par ma fenêtre et toucher l'arrière de la remorque si j'avais voulu. Assez près pour voir que les figures à l'intérieur n'étaient pas tout à fait justes, leurs proportions légèrement décalées, leur pose trop rigide, leur forme trop uniforme. Elles ressemblaient à des personnes de la même manière qu'un mannequin ressemble à une personne. Suffisamment similaires pour être reconnaissables, mais suffisamment fausses pour être dérangeantes. Et puis l'une d'elles a bougé. Juste un petit mouvement, un tournant de tête, mais c'était suffisant. La figure à l'avant de la remorque, la plus proche de l'ouverture, a tourné sa tête vers moi, et j'ai vu son visage. Mon visage, me regardant depuis l'intérieur de ce véhicule impossible, portant mes traits comme un masque, les yeux vides, sombres et totalement sans reconnaissance. J'ai hurlé, je n'ai pas pu m'en empêcher, je n'ai pas pu m'arrêter. Le son s'est arraché de ma gorge, brut et déchiré, remplissant la cabine, noyant le moteur et les parasites dans le battement de mon propre cœur en course folle. J'ai écrasé la pédale de frein, peu importe si je faisais un tête-à-queue, peu importe si je renversais le camion, j'avais juste besoin de m'arrêter, de m'éloigner de ce que j'avais vu. Les pneus se sont bloqués et le camion a commencé à déraper, glissant latéralement sur la glace. La remorque sombre n'a pas ralenti. Elle a continué à avancer à son rythme régulier, s'éloignant de moi alors que je dérapais jusqu'à l'arrêt. La porte est restée ouverte, les figures à l'intérieur toujours visibles, et j'en ai vu d'autres tourner la tête pour me regarder alors que la distance augmentait. Toutes portant des visages que je reconnaissais. Dustin Kervin, le mécanicien de Rollins. Les autres conducteurs que j'avais vus dans les aires de repos au fil des ans. Et dans la rangée du fond, à peine visible dans la faible lumière, j'ai vu Mav, ou quelque chose portant son visage, debout parmi les autres, me regardant avec ses mêmes yeux vides. Le camion s'est complètement arrêté, de travers sur les 2 voies, et je suis resté assis là, tremblant si fort que mes dents claquaient. La remorque sombre a continué sur la route. La porte, se fermant lentement, a coupé ma vue de l'intérieur. Elle a rétréci dans la distance, est devenue de plus en plus petite, et a finalement disparu derrière une courbe dont je ne me souvenais pas qu'elle était là auparavant. J'étais de nouveau seul sur la route. Juste moi, la neige et la nuit sans fin. La radio CB a grésillé avec ma voix décrivant ce que je venais de voir, mettant ma terreur en mots. Ils sont à l'intérieur de la remorque. Tous. Tout le monde que j'ai jamais connu sur cette route. Ils sont tous là-dedans. Et ils me regardent tous. Qu'est-ce que c'est? Que veulent-ils? Je n'avais pas de réponse. Je ne pensais pas qu'il y avait des réponses. Du moins, pas des réponses qui auraient du sens ou apporté du réconfort. Tout ce que je savais, c'est que j'étais pris dans quelque chose qui dépassait largement ma compréhension. Quelque chose qui utilisait des visages, des voix et des choses familières pour déguiser sa véritable nature. Et ça ne me laisserait pas partir. Le kilomètre 220 est apparu dans mes phares. J'étais de retour au début de la boucle. J'ai mis le camion en marche et j'ai commencé à conduire. Que pouvais-je faire d'autre? Rester immobile signifiait geler, mourir, abandonner. Et je n'étais pas prêt à abandonner. Pas encore. Alors j'ai conduit, suivant les lignes blanches qui apparaissaient et disparaissaient sous la neige. Gardant ma vitesse régulière, essayant de ne pas penser à ce que j'avais vu ou à ce que cela signifiait. Essayant de me concentrer sur l'acte simple de conduire, sur les mouvements familiers de direction, de changement de vitesse et de surveillance de la route. Kilomètre 221. Les voix du convoi s'étaient tues. La CB silencieuse à part un léger grésillement. La température extérieure était tombée à -15 degrés Celsius et le froid s'infiltrait dans la cabine malgré le chauffage à fond. Je pouvais voir ma respiration dans l'air. Je pouvais sentir la glace se former sur mes cils quand je clignais des yeux. Kilomètre 222. Quelque chose était différent cette fois. Je pouvais le sentir.
Un changement dans la qualité de l'air ou la texture de la tempête. La neige tombait moins fort maintenant, les flocons plus gros et plus lents. Je pouvais voir plus loin devant, peut-être 40 ou 50 mètres au lieu des 20 habituels. L'obscurité semblait moins absolue, comme s'il y avait une source de lumière lointaine quelque part au-delà de la tempête, trop éloignée pour éclairer, mais assez proche pour suggérer que l'aube pourrait éventuellement arriver. Kilomètre 223. Le panneau de sortie est réapparu exactement à l'heure, exactement là où il avait été toutes les autres fois. Sortie 223, aire de repos pour camion, 1 km. Mais je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas envisagé de la prendre. J'avais appris cette leçon. La sortie ne menait nulle part, n'offrait rien d'autre qu'une saveur différente de piège. J'ai continué à conduire, gardé les yeux vers l'avant, et j'ai regardé le panneau s'éloigner dans mon rétroviseur. Et c'est alors que j'ai entendu la voix sur la CB. Pas ma voix cette fois, pas le dialogue en boucle du convoi. Une nouvelle voix, grésillant à travers les parasites, faible mais assez claire pour être comprise. Camion sur l'île 80 direction est. Ici la patrouille d'État du Nebraska. Répondez. J'ai saisi le micro si vite que j'ai failli le faire tomber. Ici Cal Reddington. Je vous reçois. Je vous reçois. Ma voix était rauque à force de crier, à force d'avoir respiré de l'air froid et sec pendant des heures. J'ai besoin d'aide. Je suis coincé dans une sorte de boucle. Je ne peux pas quitter cette route. Il y a quelque chose qui me suit. Grésillement. Puis, reçu. Conditions météo sévères. Route fermée au kilomètre 245. Besoin de faire demi-tour. Je ne peux pas faire demi-tour. Chaque fois que j'essaie de revenir en arrière, je me retrouve au même endroit. Kilomètre 220. Encore et encore. Comment puis-je sortir de là? Répétez. Vous coupez. Position. Kilomètre 223. Je suis au 223 direction est. Et je conduis en rond depuis des heures. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Les parasites ont changé, sont devenus plus épais, plus oppressants. Et à travers eux, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. La voix de la patrouille d'État parlait toujours, mais elle était en train d'être remplacée par une autre voix. Ma voix, prononçant les mêmes mots que je venais de dire, mais avec ce ton plat et sans émotion qui signifiait que ce n'était pas vraiment moi. Kilomètre 2223. Je suis au 223 direction et je conduis en rond depuis des heures. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Non, ai-je chuchoté. Non, c'était réel. C'était une vraie personne. Ils essayaient de m'aider. Mais la voix sur la CB a continué à répéter mes mots avec une précision exacte. Et j'ai su la vérité. Il n'y avait pas de patrouille d'État. Il n'y avait pas d'aide en route. Il n'y avait que cette route, cette tempête et quelle que soit l'intelligence qui était là dehors, jouant avec moi comme un chat avec une souris. J'ai lâché le micro et il s'est balancé sur son cordon, rebondissant contre ma jambe. Kilomètre 224. Puis 225. Les repères continuaient à défiler. Les chiffres continuaient à monter. Et pendant un bref moment, je me suis permis d'espérer que peut-être j'avais brisé la boucle. Peut-être faisais-je enfin des progrès. Mais quand le kilomètre 230 est apparu, j'ai su ce qui allait suivre. J'avais déjà été ici, fait cela, j'étais pris dans un cycle dont je ne pouvais pas m'échapper. Kilomètre 220. J'étais de retour au début. La troisième fois, ou peut-être la quatrième, j'avais perdu le compte. Depuis combien de temps conduisais-je? Ma montre indiquait 2 heures du matin, mais j'avais quitté Rollins à 20 heures, ce qui signifiait que j'étais sur la route depuis 6 heures. Mais cela semblait plus long. Cela semblait des jours ou des semaines, comme si le temps lui-même était brisé ici, dans la tempête. La remorque sombre est réapparue devant moi, comme avant, mais aussi différente. Cette fois, elle ne bougeait pas. Elle était garée sur l'accotement, porte fermée, sans lumière, juste une forme sombre à peine visible contre la neige, et je serais passé devant sans la remarquer, sauf que quelque chose m'a fait ralentir. Une curiosité morbide ou un besoin désespéré de réponse qui a surpassé ma peur. Je me suis arrêté à côté, gardant mon camion sur la voie, et j'ai regardé par la vitre latérale. La remorque était exactement ce que j'avais pensé, une semi-remorque standard, de couleur foncée, avec du texte sur le côté que je ne pouvais pas tout à fait lire dans la faible lumière.
J'ai attrapé ma lampe torche dans la poche de la porte et l'ai braquée à travers l'écart. Redington Freight, mon nom, mon numéro d'hôte, mon ancien logo de société, celui que j'avais arrêté d'utiliser 3 ans plus tôt quand j'étais devenu indépendant et avais commencé à travailler exclusivement pour le courtage de MAV. Cette remorque appartenait à une version de moi qui n'existait plus, à une entreprise que j'avais fermée quand mon mariage s'était effondré et que je ne pouvais plus me permettre de faire fonctionner ma propre autorité. J'ai gardé le faisceau de la lampe torche en mouvement, balayant la longueur de la remorque. Elle avait l'air réelle, solide, couverte de crasse de route et de neige comme n'importe quel camion normal. Les roues touchaient le sol, la suspension comprimée sous un poids chargé. Je pouvais voir les raccords de frein pendant des conduites d'air, le câble électrique enroulé sur son crochet, tous les détails normaux qui composaient l'arrière d'une remorque. Et puis la porte arrière a commencé à s'ouvrir. Je n'ai pas attendu de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai appuyé sur l'accélérateur et le camion a bondi en avant, les pneus patinant un moment avant d'accrocher. J'ai regardé dans mon rétroviseur latéral alors que la remorque s'éloignait derrière moi. J'ai regardé cette porte se lever lentement et délibérément, révélant l'obscurité à l'intérieur. Mais cette fois, je n'ai pas vu de fenêtre, ni de figure, ni rien d'autre qu'un vide noir pur. Un néant qui semblait attirer mes yeux, même de loin. Kilomètre 221. J'étais de nouveau en mouvement, conduisant à nouveau, pris dans la boucle à nouveau. Mon indicateur de carburant affichait un quart de réservoir maintenant. J'avais brûlé les 3/4 de mon carburant en allant nulle part, en conduisant en rond, et bientôt je serais complètement à sec. Et alors ? Rester assis ici et geler pendant que cette chose avec mon nom dessus resterait à ma fenêtre en attendant ? La CB a grésillé. La voix de Mav est venue, claire et normale et fausse. Cal, où es-tu ? Tu aurais dû faire ton check-in il y a 2 heures. Je commence à m'inquiéter. J'ai fixé la radio, sachant que ce n'était pas réel, sachant que c'était la même ruse qui m'avait été jouée encore et encore. Mais entendre sa voix, entendre cette note d'inquiétude, cela a brisé quelque chose en moi. J'ai saisi le micro. Mav, si tu peux vraiment m'entendre, si c'est vraiment toi, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Je ne vais pas faire cette livraison. Je suis coincé ici et je ne pense pas m'en sortir. Dis à mon ex-femme. Je me suis arrêté. Que pouvais-je lui dire ? Que j'étais désolé ? Que j'aurais aimé être un meilleur mari ? Que je l'aimais même si nous avions signé des papiers et tourné la page, reconstruit nos vies séparément ? Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Dis-lui que je pensais à elle à la fin, ai-je dit finalement. Dis-lui que les bons moments, les premières années avant que tout ne tourne mal, dis-lui que c'était réel et que je ne les ai jamais oubliés. Silence de la CB. Puis, dans une voix qui était celle de Mav, mais aussi pas Mav. Trop mesurée et prudente pour être humaine. Compris. Le message sera délivré. Reste en sécurité là-bas, Cal. La radio s'est éteinte. J'ai laissé tomber le micro, sentant des larmes geler sur mes joues, et j'ai continué à conduire dans la boucle qui était devenue mon monde entier. La neige avait cessé de tomber. Je l'ai remarqué quelque part autour de mon 5e ou 6e passage dans la boucle, bien que j'ai depuis longtemps arrêté de compter. Les flocons qui étaient tombés sans interruption pendant des heures s'étaient simplement arrêtés, laissant l'air clair, immobile et vide. Je pouvais voir plus loin maintenant, distinguer le paysage de chaque côté de la route. Des collines couvertes de blanc, des poteaux de clôture marquant de vieilles limites de propriété, rien ne bougeant sauf l'ombre de mon camion projeté par mes propres phares. Le silence était pire que le vent. Au moins avec la tempête, il y avait du son, du mouvement, quelque chose pour marquer le passage du temps. Maintenant, il n'y avait que le ronronnement régulier du moteur et le bourdonnement de mes pneus sur la route enneigée. La radio CB était complètement morte. Même plus de parasites, juste un haut-parleur silencieux et une lumière d'alimentation éteinte. Mon téléphone était mort 20 minutes plus tôt, la batterie ayant finalement rendu l'âme, me laissant sans aucune connexion avec le monde extérieur. Le kilomètre 220 est apparu dans mes phares pour ce qui aurait pu être la 10e ou la 20e fois. J'avais perdu le compte, perdu la capacité de m'en soucier. La peur s'était consumée, laissant derrière elle une exhaustion creuse qui rendait tout lointain et irréel. J'observais mes propres mains sur le volant, mon propre pied sur l'accélérateur, comme si je regardais quelqu'un d'autre conduire depuis un endroit très éloigné. La remorque sombre était garée au même endroit à nouveau, exactement là où elle avait été avant, mais cette fois, il y en avait d'autres avec elle. 5 ou 6 remorques,
toutes sombres, toutes identiques, portant tout mon nom et le logo de ma société. Elles bordaient l'accotement comme des monuments ou des pierres tombales. Et alors que je passais devant chacune d'elles, leurs portes ont commencé à s'ouvrir, pas toutes en même temps, mais en séquence, chacune attendant que je sois à sa hauteur avant de se lever pour révéler l'obscurité à l'intérieur. Je n'ai pas regardé, j'ai gardé les yeux vers l'avant, j'ai continué à conduire, j'ai ignoré la CB même si elle s'était rallumée et diffusait ma voix en dizaines de variations, décrivant des scénarios que je n'avais pas encore vécus. Le moteur vient de caler. Je n'ai plus de carburant. Il fait si froid. Je ne sens plus mes mains. Quelque chose essaie d'entrer dans la cabine. La poignée de porte tourne. Je ne peux pas l'arrêter. Je ne peux pas. Les voix du convoi étaient revenues aussi, mais elles ne bouclaient plus. Elles avaient une vraie conversation, ou ce qui en avait l'air, parlant de moi. « Pauvre gars », a dit la voix grave et rauque. « Depuis combien de temps il est là maintenant ?»« Difficile à dire », a répondu une autre voix. « Le temps est drôle sur ce tronçon. Ça peut être des heures, ça peut être des jours. Tu penses qu'il va comprendre ? Finalement, ils comprennent tous. Ou alors ils ne comprennent pas et continuent à conduire jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'essence. Dans les deux cas, la route obtient ce qu'elle veut. J'ai saisi le micro, ayant besoin de les confronter, ayant besoin de réponses, même si elles n'auraient pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que la route veut ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Les voix se sont tues, un silence complet pendant peut-être 5 secondes. Puis la voix rauque est revenue, mais elle parlait aux autres, pas à moi. Il peut nous entendre maintenant. C'est nouveau. Ça veut dire qu'il est proche. Presque là. On devrait lui dire ? Pourquoi pas ? Ça ne changera rien. J'ai attendu, les mains tremblantes sur le volant pour la révélation qu'ils allaient offrir. La réponse à ce cauchemar, l'explication qui ferait que tout cela ait un sens. Mais quand la voix est revenue, tout ce qu'elle a dit, c'est « Regarde dans ton rétroviseur, Cal. Regarde ce qui te suit depuis tout ce temps. » Je ne voulais pas. Chaque instinct me disait que regarder serait une erreur, que certaines choses valaient mieux ne pas être vues, mais j'ai regardé quand même, parce que qu'avais-je à perdre à ce stade ? Les rétroviseurs montraient la même chose qu'ils montraient depuis des heures, la route derrière moi, la neige qui tombait à nouveau, et au loin, ces lumières rouges et blancs pulsantes. Sauf qu'elles étaient plus proches maintenant, beaucoup plus proches. Assez pour que je puisse voir le véhicule auquel elles étaient attachées, et ce n'était pas un véhicule du tout. C'était la chose que j'avais vue sur la bretelle de sortie, cette structure massive avec ses rangées de fenêtres lumineuses, mais elle avait changé, grandi. Les fenêtres s'étaient multipliées, couvrant toute la surface. Des centaines maintenant, peut-être des milliers. Chacune contenant une figure. Chaque figure portant un visage que je connaissais. J'ai vu mon ex-femme debout dans une fenêtre, ma mère dans une autre. Mav, Dustin, chaque dispatché avec qui j'avais jamais parlé, chaque docker qui avait chargé ma remorque, chaque autre conducteur avec qui j'avais partagé un repas ou une conversation dans une aire de repos au cours des 17 dernières années. Tous disposés en rangée nette, tous me regardant avec ses yeux vides et sans reconnaissance. Et tout à l'avant, dans la plus grande fenêtre, j'ai vu moi-même. Pas un reflet, pas une copie, mais moi tel que j'étais 6 heures plus tôt, quittant Rollins, jeune et confiant et assez stupide pour penser que je pouvais devancer une tempête. Il souriait, cette version de moi. Et il me faisait signe d'avancer, m'encourageant à continuer, me disant de garder la route. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé à la CB, ma voix se brisant. « Qu'est-ce que vous me montrez ?» La route se souvient de tout le monde qui l'a parcouru, a dit la voix rauque. Chaque trajet, chaque kilomètre, chaque moment. Tu as fait partie d'elle pendant 17 ans, Cal. Tu penses que toutes ces heures que tu as passées ici ont juste disparu ? C'est là qu'elles ont été tout ce temps, attendant, s'accumulant, s'amassant comme des intérêts sur un compte en banque que tu avais oublié. Kilomètre 222. La chose derrière moi gardait le rythme maintenant, correspondant exactement à ma vitesse, ni ne gagnant ni ne perdant du terrain. Je pouvais sentir son poids appuyé sur la route. Je pouvais sentir la manière dont elle courbait la réalité autour d'elle simplement en existant. Et j'ai compris avec une clarté qui était presque douloureuse ce qui se passait. Je ne conduisais pas en boucle. Je conduisais en spirale, tournant vers quelque chose. Et à chaque rotation, je me rapprochais du centre, plus près de l'endroit où la route voulait que je sois, plus près de rejoindre tous ces autres visages dans ces fenêtres,
devenant un autre souvenir piégé dans l'ambre, préservé pour toujours dans cette étrange poche d'existence qui se trouvait juste légèrement à gauche du monde réel. Comment est-ce que je sors d'ici, ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. Tu ne peux pas, a dit la voix, et elle sonnait presque compatissante. Personne ne le peut. La route ne lâche pas une fois qu'elle t'a. Tu en fais déjà partie, Cal. Depuis la première fois que tu as conduit sur ce tronçon. Chaque trajet ultérieur n'a fait que renforcer la connexion. L'a rendue plus forte. Ce soir, elle est enfin devenue assez forte pour te tirer complètement à l'intérieur. Kilomètre 223. Le panneau de sortie est réapparu exactement à l'heure. Mais cette fois, j'ai vu autre chose. Un deuxième panneau derrière, plus petit, à moitié caché par la neige. J'ai ralenti pour le lire et j'ai senti mon cœur couler alors que je distinguais les mots « aire de repos commémorative Mavolisté, 1 km. Commémorative. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'ai attrapé mon téléphone mort, j'ai essayé de l'allumer par la seule force de ma volonté. Il s'est allumé pendant un bref instant, assez longtemps pour que je voie la date à l'écran, 15 février 2024. 2 ans dans le futur depuis que j'avais commencé ce trajet. 2 ans passés à conduire ce même tronçon de route encore et encore, brûlant le temps de la même manière que j'avais brûlé du carburant. Le téléphone est mort à nouveau, mais je n'en avais plus besoin. Je comprenais maintenant. Mav était morte. Avait été morte. Serait morte. L'entreprise avait disparu. Ma vieille vie avait disparu. J'étais un fantôme conduisant un camion fantôme sur une route fantôme. Et je l'avais fait si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que d'être réel. Quand est-ce que je suis mort, ai-je demandé à la CB. Pas de réponse, juste des parasites, doux et patients, attendant que je comprenne par moi-même. J'ai continué à conduire, regardant les kilomètres défiler. 224, 225, 226. La chose derrière moi s'était placée à côté maintenant, correspondant exactement à ma vitesse, et je pouvais voir clairement à travers les fenêtres, tous ces visages me regardant, et j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas vides ou sans émotion du tout. Ils étaient tristes, en deuil, pleurant ce qu'ils avaient perdu et où ils avaient fini. J'ai regardé la fenêtre la plus proche de moi et j'ai vu Dustin pleurer. Il bougeait maintenant, n'était plus figé, et il articulait des mots que je ne pouvais pas entendre. Mais je pouvais lire ses lèvres assez bien pour les comprendre. Je suis désolé, Cal. Je suis tellement désolé. J'ai essayé de te prévenir. Me prévenir de quoi, ai-je dit à voix haute, mais je savais déjà. La dernière fois que je l'avais vu, en faisant le plein à Rollins, il m'avait dit de faire attention. Avait dit que la tempête était mauvaise, qu'il pourrait fermer l'autoroute. Mais il y avait eu autre chose dans ses yeux, quelque chose que j'avais été trop occupé pour remarquer. De la peur, de la reconnaissance, le regard de quelqu'un regardant l'histoire se répéter, sachant que cela se terminerait mal et impuissant à l'arrêter. Combien d'autres conducteurs avait-il vu quitter cette aire de repos et ne jamais revenir? Combien de fois avait-il fait le plein d'un camion fantôme, discuté avec un conducteur fantôme, les regardant s'engager sur ce tronçon maudit de route, et maintenant il était là aussi, piégé dans sa propre fenêtre, payant pour quelque péché ou erreur qu'il avait lié à cet endroit. Kilomètre 230. Le paysage changeait. Les collines s'aplatissaient, les poteaux de clôture disparaissaient, la neige laissant place à l'asphalte nu. J'approchais de la fin de la boucle, du point où elle se recourberait sur elle-même et se réinitialiserait au kilomètre 220. Mais cette fois, cela semblait différent. Final, comme si on me donnait un choix, même si ce n'était que l'illusion d'un choix. Qu'est-ce qui se passe si je continue à conduire, ai-je demandé à la CB. La voix rauque est revenue, plus claire qu'elle ne l'avait jamais été. Tu boucles encore et encore et encore jusqu'à ce que tu oublies qu'il y a eu autre chose. Jusqu'à ce que cette route, cette tempête, cette nuit devienne ton existence entière. C'est une option. Et l'autre? Tu prends la sortie, tu te gares dans l'aire de repos, tu te gares à côté de tous les autres camions qui sont déjà là, et tu éteins ton moteur et tu attends. Finalement, tu feras partie de la structure, une autre fenêtre dans la collection. Tu seras toujours conscient, mais tu ne conduiras plus. Tu ne feras que regarder, te souvenir, exister dans un moment qui ne bouge jamais vers l'avant ou l'arrière. Aucune des options ne semblait bonne, mais au moins la deuxième avait une fin, une conclusion, même si ce n'était pas celle que j'aurais choisie. Kilomètre 235. Presque là. Presque au point de réinitialisation.
Je pouvais sentir la boucle se préparer à se remettre en marche. Je pouvais sentir la route se préparer à me renvoyer au début. Mon indicateur de carburant montrait vide. La lumière d'avertissement de faible carburant brillait en rouge sur le tableau de bord. Il me restait peut-être 8 km, peut-être moins. Pas assez pour faire une autre boucle. C'était la fin. Il y a une troisième option, a dit une nouvelle voix sur la CB. Féminine, familière, chaude d'une manière qui m'a fait mal à la poitrine. Je connaissais cette voix. Je l'avais entendue 1000 fois au fil des ans. Je lui faisais plus confiance qu'à mon propre jugement parfois. Mav, ai-je chuchoté. Salut, Cal, a-t-elle dit, et j'ai pu entendre son sourire à travers les parasites. Tu as mis le temps à arriver ici. Tu es vraiment. Tu es morte? Ouais, crise cardiaque il y a environ 18 mois. Juste à mon bureau, en plein milieu de la coordination d'un convoi de 3 camions vers Denver. Ils ont dit que c'était rapide, que je n'ai pas souffert. Je suppose que c'est censé être réconfortant. Elle a fait une pause et j'ai entendu quelque chose qui aurait pu être un soupir ou une interférence. Mais je ne suis pas vraiment parti, Cal. Aucun de nous ne l'est. Nous sommes tous encore là, d'une manière ou d'une autre. Je ne comprends pas, la route nous garde. Les gens qui lui ont le plus donné, qui ont passé le plus de temps sur elle, qui s'en sont souciés même quand ils n'auraient pas dû, elle s'accroche à nous, nous préserve. Et quand quelqu'un comme toi arrive, quelqu'un qui a usé le même tronçon trop de fois, qui est devenu plus route que personne, elle le tire à l'intérieur aussi. Kilomètre 238. Juste 2 de plus avant la réinitialisation de la boucle. J'ai senti des larmes couler sur mon visage, gelant sur mes joues avant de tomber. Tu as dit qu'il y avait une troisième option. Il y en a une, mais tu ne vas pas l'aimer. Dis-moi quand même. Tu lâches prise. Tu arrêtes de conduire. Tu enlèves simplement tes mains du volant et ton pied de l'accélérateur et tu laisses le camion faire ce que font les camions quand personne ne les contrôle. Il dérivera, peut-être heurtera l'accotement, peut-être se renversera. Et quand il s'arrêtera de bouger, quand le moteur calera et que les lumières s'éteindront et qu'il ne restera plus que toi, le froid et l'obscurité, c'est là que tu seras enfin libre. Libre de faire quoi? Mourir pour de bon cette fois, peut-être. Ou peut-être te réveilleras-tu ailleurs, dans un temps qui n'est pas encore arrivé ou une version des événements qui s'est déroulée différemment. La route a beaucoup de façons d'entrer, Cal, mais elle n'a qu'une seule façon de sortir. Tu dois choisir de partir. Tu dois le vouloir suffisamment pour tout lâcher, tu vois. Kilomètre 239. Un de plus. 1 kilomètre de plus et j'aurais été de retour au 220, commençant la boucle à nouveau, à moins que je ne fasse quelque chose pour briser le cycle. J'ai regardé mes mains sur le volant, les callosités sur mes paumes après 17 ans à serrer le même cuir usé. J'ai regardé les lumières du tableau de bord qui avaient été mes compagnons constants à travers des milliers de kilomètres et des centaines de nuits exactement comme celle-ci. J'ai regardé dans le rétroviseur cette structure massive avec toutes ses fenêtres, et tous ces visages me regardant, attendant de voir ce que je choisirais. Si je lâche prise, ai-je dit lentement. Qu'est-ce qui arrive à eux? À tous les autres qui sont déjà piégés. Rien ne change pour eux, a dit Mav. Et il y avait une vraie tristesse dans sa voix. Ils sont déjà partis, Cal. C'est tout ce qu'il leur reste. Mais toi, tu es encore sur la limite. Tu as encore un pied dans le monde réel et un ici. Tu peux encore choisir. Kilomètre 240. La boucle aurait dû se réinitialiser maintenant, aurait dû me renvoyer au 220, mais le kilomètre a continué à monter. 241, 242. J'étais passé au-delà de la frontière, dans un territoire que je n'avais jamais atteint auparavant. Et devant moi, je pouvais voir quelque chose briller à l'horizon. Pas les fausses lumières de l'air de repos, mais quelque chose de réel. Peut-être l'aube, ou une ville, ou la vraie sortie qui menait à la vraie North Platte où je devais livrer ma vraie cargaison. La structure à côté de moi se retirait, incapable ou refusant de suivre au-delà de la frontière de la boucle. Je l'ai regardé s'éloigner dans mes rétroviseurs, j'ai regardé tous ces visages devenir de plus en plus petits, et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Ils restaient tous derrière. Mav, Dustin, les conducteurs du convoi, tous les autres qui avaient été tirés dans cette étrange poche d'existence. Ils étaient piégés ici pendant que je conduisais vers ce qui venait ensuite. Au revoir, Cal, a dit Mav, sa voix s'estompant avec la distance. Conduis prudemment. Fais attention à la météo.
Appelle quand tu auras l'occasion. Je le ferai, ai-je dit, bien que je savais qu'elle ne pouvait plus m'entendre. Je te le promets. Kilomètre 245. Selon la voix que j'avais entendue plus tôt, celle qui prétendait être la patrouille d'État du Nebraska, c'est là que la route était fermée, là où ils avaient installé des barricades pour empêcher les conducteurs d'aller plus loin dans la tempête. Mais il n'y avait rien ici. Juste une route vide, l'aube qui approchait, et mon camion roulant encore sur l'élan et les dernières gouttes de diesel. Le moteur a toussé, octé. La lumière d'avertissement de faible carburant clignotait maintenant, urgente et insistante, me disant ce que je savais déjà. J'étais à sec, à court de temps, à court de route. Dans une minute ou deux, le camion s'arrêterait et je serais bloqué ici, où que soit cette, ici. Mort ou vivant, réel ou fantôme, piégé ou libre. Je n'avais aucune idée de laquelle. Je pouvais enlever mes mains du volant maintenant. Je pouvais lâcher prise comme Mav l'avait suggéré. Je pouvais choisir de partir. Je pouvais découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté de ce cauchemar. Ou je pouvais laisser faire. Laisser le camion dériver aussi loin que l'élan le porterait. Voir si l'aube devant moi était réelle ou juste un autre tour de la route. Le moteur est mort. Les lumières du tableau de bord ont vacillé et se sont éteintes. Le chauffage a cessé de souffler. Dans le silence soudain, je pouvais entendre mon propre cœur battre, rapide et irrégulier, et j'ai réalisé que je retenais mon souffle. Le camion bougeait encore, mais à peine, roulant vers l'avant à peut-être 10 km/h sur un terrain plat sans puissance pour le maintenir. 5 km/h 3. L'accotement arrivait sur ma droite, un endroit pour se garer, s'arrêter, se reposer. Je pouvais guider le camion là-bas, utiliser les dernières forces de son élan pour quitter la route, me garer en sécurité, ou je pouvais le laisser dériver, laisser la physique et le hasard décider où je finirais. Mes mains se sont desserrées sur le volant, juste légèrement, juste assez pour que le camion commence à dévier vers la droite de lui-même, suivant la couronne de la route, se dirigeant vers l'accotement. J'ai senti les pneus quitter le revêtement. J'ai senti le changement subtil de résistance alors qu'il touchait la neige. J'ai senti le camion commencer à ralentir encore plus vite. 1 km/h. Un demi-kilomètre à l'heure. Presque arrêté. La première lumière de l'aube peignait le ciel oriental en teinte de rose et d'or. Et dans cette lumière, je pouvais voir le monde réel revenir au premier plan. De la vraie neige, de vraies collines, de vrais poteaux de clôture. Et devant, peut-être à 400 mètres sur la route, je pouvais voir des lumières, rouges et bleues, clignotant dans la pénombre du petit matin. De vraies lumières de police, de vraies voitures de patrouille, de vraies personnes qui existaient dans un temps réel et pouvaient m'aider à comprendre ce qui venait de se passer. Le camion s'est arrêté. Le moteur était mort. La cabine était silencieuse. Et j'étais bloqué sur l'accotement de l'Interstate 80 dans le Wyoming à l'aube, après la plus longue nuit de ma vie. Mais j'étais là. J'étais réel. Et quand j'ai ouvert la porte et suis descendu de la cabine, quand mes pieds ont touché le sol et que j'ai senti la morsure froide de l'air hivernal sur mon visage, j'ai su avec une certitude absolue que je m'en étais sorti. Une silhouette marchait vers moi depuis les voitures de patrouille, un policier d'État dans une veste épaisse, une lampe torche à la main. Il l'a levée en s'approchant, me vérifiant, s'assurant que j'allais bien. « Ça va, monsieur ?» a-t-il appelé. « Nous avons fermé ce tronçon depuis 6 heures. »« Comment avez-vous réussi à passer les barricades ?»« Je ne sais pas, » ai-je dit. Et c'était la vérité. J'ai conduit toute la nuit. Je me suis perdu dans la tempête, j'ai perdu la notion de l'endroit où j'étais. Il a regardé mon camion, la jauge de carburant vide visible à travers le pare-brise, le givre recouvrant chaque surface. Vous avez de la chance de ne pas avoir gelé ici. Allez, montez dans la voiture de patrouille où il fait chaud. Nous allons trouver comment vous faire remorquer et ravitailler. Je l'ai suivi, jetant un dernier regard à mon camion. Il avait l'air normal, juste un semi-remorque ordinaire garé sur l'accotement, pas différent de milliers d'autres. Mais dans le rétroviseur latéral, juste une seconde, j'ai cru voir quelque chose. Un reflet de lumière qui n'était pas là. Des fenêtres brillant en rouge et blanc dans l'obscurité avant l'aube. Et puis c'était parti. Et il n'y avait plus que mon camion et la route. Et le matin qui arrivait comme une promesse que peut-être, je pourrais vraiment garder cette liberté. Je suis monté dans la voiture de patrouille chaude et j'ai écouté le policier appeler une dépanneuse à la radio. Et j'ai essayé de croire que c'était réel, que je m'étais vraiment échappé,
que je ne conduisais pas encore cette boucle quelque part dans l'obscurité, me faisant croire que j'avais trouvé une issue. Mais quand la dépanneuse est arrivée 1 heure plus tard, et qu'ils ont fait le plein de mon camion et que j'ai démarré le moteur, et qu'il a tourné parfaitement du premier coup, et que je suis retourné sur l'autoroute et j'ai continué vers l'étang direction de North Platte, j'ai su la vérité. J'étais sorti. J'étais libre. Et je n'oublierai jamais ce que j'avais laissé derrière moi. Derrière moi, quelque part dans la distance, invisible mais présent, je savais que ce tronçon de route était toujours là, bouclant toujours, retenant tous ces visages dans ses fenêtres, toutes ces voies sur la CB. Tous ces camions garés dans des aires de repos qui n'existaient sur aucune carte. Attendant le prochain conducteur qui aurait usé son bienvenu sur les routes régulières, qui serait devenu assez fantôme pour que la route puisse le tirer complètement à l'intérieur. J'ai conduit dans l'aube et je n'ai jamais regardé en arrière. Mais parfois, tard le soir, quand je roule sur un itinéraire que j'ai trop souvent parcouru, j'entends une voix sur la CB qui semble presque familière. Ou je vois un panneau de sortie pour un endroit que je sais ne pas exister. Et je me souviens de cette troisième option dont Mav m'avait parlé. Celle où tu lâches prise et tu vois ce qui se passe. Et je me demande si peut-être j'aurais dû la prendre. Si peut-être je suis encore là, conduisant toujours cette boucle, toujours convaincu de m'être échappé, alors qu'en réalité je ne fais que rêver de liberté, pendant que la route me tient fermement et me chuchote que tout va bien se passer, que le matin arrive, que je suis presque à la maison. Mais je ne me laisse jamais y penser trop longtemps. Parce que si je le faisais, je pourrais réaliser la vérité, et je ne pense pas que je pourrais le supporter.